Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur ce gigantesque défilé militaire en nous focalisant sur la troisième dimension, sur l'arme aérienne. Alors les Chinois ont affirmé que tout le matériel présenté lors de ce défilé est du matériel opérationnel et cela nous permet d'avoir une petite idée à l'instant T en septembre 2025 du matériel qu'ils utilisent et surtout c'est l'opportunité, c'est l'occasion d'essayer de mieux comprendre ce matériel que l'on commence à retrouver de plus en plus à l'export et de plus en plus dans les informations. Alors si le PL15, le PL21, ça vous parle pas beaucoup, le Y9, l'objectif de cette vidéo, ça va être de vous montrer, de vous faire comprendre cette montée en puissance de l'armée chinoise en la comparant à ce qu'elle est en train de miroirer, tout simplement, je sais pas si c'est très français, l'armée de l'air américaine. Alors on pourrait commenter pendant des heures ce défilé et essayer de rentrer dans le détail de chaque matériel. Je pense pas que ça fasse le contenu le plus intéressant du monde et surtout que ça vous apprenne grand chose, ça va plus vous saturer. Alors ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de comprendre pourquoi ce défilé, pourquoi ces 80 ans et surtout en apprendre un petit peu plus, parce que c'est quand même d'actualité de notre côté du monde, sur l'aide internationale dont a bénéficié la Chine avant l'entrée en guerre des Américains en 1941. On va forcément devoir élaguer un petit peu, aller au plus grand, mais si je vous dis les tigres volants, forcément vous allez me dire Bogdani, vous allez me dire le général Clerlichenko, mais si je vous parle des conseillers soviétiques et des pilotes soviétiques morts en Chine à partir de l'automne 1937, ou encore si je vous demande où est-ce que le deuxième fils a fait ses études et dans quelle armée est-ce qu'il a servi, est-ce que vous sauriez me dire que son deuxième fils a été formé et a servi dans l'armée allemande avant la Seconde Guerre mondiale. Donc vous allez voir, c'est très intéressant. On va revenir un tout petit peu sur ces sujets-là avant forcément de parler de cette image avec 5 modèles différents d'avions de 5e génération, J-20, J-20A, J-20S, J-35A et le J-35 pour la marine, mais surtout parler également de leur drone de combat. Alors pour rappel, le 2 septembre 1945, dans la baie de Tokyo, l'USS Missouri voit la reddition du Japon. C'est la fin de la guerre dans le Pacifique et la fin de la guerre contre le Japon. Cela fait 80 ans. Les tensions entre la Chine et le Japon, un sujet qui remonte. Je vous rappelle qu'il y a eu l'invasion de la Mandchourie et vous avez vraiment eu une augmentation du conflit, un deuxième conflit sino-japonais à partir de 1937 qui a duré jusqu'en 1945, donc bien plus longtemps que la guerre qu'ont pu connaître les Américains ou les Européens. Avant la guerre, la Chine avait notamment de l'aide sur le plan militaire de la part de l'Allemagne. Alexandre von Falkenhausen, par exemple, était conseiller militaire en Chine avant de revenir en Europe et de prendre, si je puis dire, le commandement de la Belgique. Mais également les Américains, les Italiens et même des Japonais ont aidé à former des pilotes chinois. Mais c'est surtout l'Union soviétique qui a beaucoup aidé à partir de l'automne 1937. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé un total de 3665 soviétiques pour aider et 227 sont morts dans le pays. Sur ce volume, il y avait des tankistes, il y avait différents types de métiers, mais il y avait 450 pilotes et techniciens. Et c'est d'ailleurs, pour la plupart, ce type de personnel qui sont décédés dans le pays. Leur petit nom, c'était le groupe de volontaires soviétiques. L'Union soviétique y voyait un intérêt, puisque leur objectif était d'éviter que la Sibérie ne soit attaquée, ne soit envahie par le Japon. De mai à septembre 1939, c'est pas forcément très connu chez nous, mais il y a eu la bataille de Khalkhin Gol, qui a commencé au début autour d'affrontements, d'escarmouches frontalières, et qui au final a calmé un petit peu les Japonais par rapport à l'expansion vers le nord. Et alors que les Allemands, qui dans le milieu des années 30 ont formé jusqu'à 80 000 soldats chinois, et ils voyaient un intérêt pour lutter contre le communisme, ont décidé d'arrêter leur soutien et de signer avec les Japonais. Les Soviétiques, eux, ont continué et ont notamment envoyé sur place Alexander Tcherepanov, qui a été initialement présent dans le pays dès 1923. Au final, c'est environ 250 millions de dollars d'aide qui ont été fournis par les Soviétiques initialement dans le début du conflit. Et après, derrière, vous avez Clerlichenko, très connu, qui a été conseiller militaire de dès 1938, qui a poussé et qui a tout fait pour que les États-Unis s'engagent et aident les Chinois. Il a réussi à faire venir une centaine de P-40B et le premier AVG, le
American Volunteer Group, qu'on appellera plus tard les Flying Tigers, allaient voir le jour. Donc pour ce faire, Claire Licheno, mais également tous les militaires qui ont signé ont dû être démobilisés. Vous avez forcément déjà vu cette image avec le P-40, avec le nez de requin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le tigre bondissant, c'est Walt Disney Company qui a fait le logo. Toujours est-il, on est sur un volume d'environ 100 pilotes, 200 techniciens. On était sur un taux d'encadrement de techniciens qui était plus faible que si vous voulez mettre en œuvre du F-35. Et ils ont réussi à avoir 250 victoires en 7 mois. Ils ont été dissous en juillet 42. Il y a encore plusieurs musées en Chine, je crois qu'il y en a 3, qui parlent de ces fameux tigres volants. Leur première victoire, c'était la défense d'une ville, c'était en décembre 41. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'après ces tigres volants, ils ont créé une société, une compagnie aérienne, les Flying Tiger Line, qui plus tard a fusionné avec Air America, vous avez peut-être vu le film, et ils ont aidé les Français, notamment à Dien Bien Phu en 1954. Bref. Tout ça pour dire, quand il y a ce genre d'actualité, c'est toujours intéressant d'essayer de remonter un petit peu, de mieux comprendre le contexte historique. Personnellement, je n'avais pas une grande connaissance de cette aide de l'Union soviétique à la Chine en amont. Pour moi, c'était juste les tigres volants. Et dans le contexte dans lequel nous sommes actuellement, c'est intéressant de voir également que Georges Licheno a mis plus de 3 ans à réussir à mettre sur pied son unité des tigres volants. Ces fameux volontaires qui étaient quand même incentivés, comme on dit en Amérique du Nord, sur des victoires aériennes. Ils touchaient des pesos, des dollars, pour chaque victoire. Alors on en revient à notre parade aérienne. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en 2022, des grands généraux de l'armée de l'air US disaient, par exemple, le général Wilsbach, qu'il n'y avait pas de quoi perdre son sommeil sur le J-20. Ça, c'est 2022. Et petit à petit, les Américains commencent à surveiller de plus en plus près les Chinois. Et le gouvernement actuel est quand même, regardez ses tweets, dans une posture où il se méfie beaucoup plus de l'Empire du Milieu. Je ne rentrerai pas sur des considérations géopolitiques avec notamment les différents pays présents, il y avait même des représentants australiens, mais on va purement s'intéresser au matériel. Comme vous le savez, pour faire de la chasse, pour dominer le ciel, à l'heure actuelle, il n'y a pas 40 milliards de matériel nécessaire. Ce qu'il vous faut, c'est déjà du satellite, car grâce au satellite, vous allez pouvoir collecter du renseignement. Ensuite, pour ce qui est purement de la dimension aérienne, vous allez avoir un ravitailleur, avion radar, et ensuite de l'avion pour aller au combat. Si on prend le concept américain, sur lequel ils communiquent beaucoup sur les réseaux ACE, Agile Combat Employment, donc un emploi agile du combat, ils nous expliquent clairement leur doctrine sur Internet, où ils montrent qu'ils vont avoir des bases principales, protégées par l'armée, avec notamment des patriotes, et ensuite des FO, donc des Forward Operating Sites, plus proches de la ligne de front. Et en début de conflit, ce qui se passe, c'est que la logistique vient armer la Main Operating Base et fonction de la menace, on vient délocaliser les avions au niveau des Forward Operating Sites et après, avec une grande agilité, on bouge les avions plus ou moins en permanence pour éviter qu'ils puissent être attaqués. Donc on reprend en fait le concept d'un navire de guerre, d'un porte-avions qui a cette capacité à se déplacer, mais plutôt que d'avoir cette cible coulable, on a des îles, on a des endroits partenaires où on va pouvoir se déployer. Vous avez une agilité encore plus grande avec des avions à décollage court ou décollage verticaux, comme par exemple des F-35B, mais sinon, pour du chasseur classique ou du chasseur lourd, en termes de logistique, c'est compliqué. Et c'est un petit peu ça le challenge de l'US Air Force, mais également de toutes les armées du monde, c'est réussir à déployer, à rester agile, à mettre en œuvre des aéronefs d'une très haute technologie qui sont, il faut le dire, très fragiles et très capricieux, avec cette capacité à bouger, à ne pas dépendre de cette Main Operating Base en permanence. Ensuite, en l'air, si on regarde les chasseurs, aux États-Unis, vous avez le F-22. Et le F-22, la réponse récente chinoise, c'est le J-20. Et ils ont la nouvelle version, le J-20A, qui a été légèrement agrandi de manière à pouvoir porter plus de choses en interne, mais également qui a été remotorisé avec des réacteurs chinois. Ce qu'il faut savoir sur les réacteurs chinois, c'est que c'est un domaine très technique, très compliqué, sur lequel la Chine a pour le moment encore du retard. Si vous voulez avoir un exemple, regardez par exemple les fameux COMAC qu'on vous présente régulièrement dans la presse française comme le gros danger pour Airbus et pour Boeing. Mais ce qu'on vous dit jamais, qui motorise le COMAC? Ce fameux avion qui ressemble étrangement à Airbus, qui le motorise? Eh ben, le même motoriste que celui qui fournit à Airbus et à Boeing. Si le motoriste occidental,
arrêté de fournir les réacteurs au COMAC, il n'y aurait plus de concurrence. Est-ce que dans quelques années, les Chinois seront capables d'avoir leur propre motorisation? C'est bien possible, mais là, on va regarder avec un partenaire, c'était présent, de la Chine, par exemple, l'Inde, quel est le point qu'ils ont négocié par rapport au Rafale, quel est le point qu'ils ont négocié par rapport à leur avion de nouvelle génération qu'ils fabriquent en interne, c'est de l'accord avec le constructeur du moteur. Car un avion, que ce soit un avion de ligne ou un avion de chasse, c'est avant tout un réacteur. Et le dernier point qui freine encore un petit peu la Chine, c'est cette capacité à faire d'excellents réacteurs. Ou qui freinait, car en tout cas, quand on voit ce défilé, il y a pas mal d'avions justement qui ont été remotorisés en local, le J-20A, on va parler également du Y-20B, et cela nous montre une tendance qui est que sur un des derniers domaines sur lesquels ils avaient du retard, peut-être, qu'ils sont en train de combler. Autre point, autre avion que l'on voit, c'est ce J-20S, qui serait apparemment le seul avion de 5e génération biplace. Alors, avoir un avion de 5e génération biplace, ça peut être malin en termes de répartition de la charge de travail, et ça va vous permettre, je pense que c'est là leur objectif, de gérer plus facilement des drones de combat depuis le ciel. Alors, quel avantage à envoyer un avion avec ces drones de combat? La communication. Si l'adversaire brouille vos satellites, vous empêche de communiquer avec vos drones de combat, c'est extrêmement compliqué d'être agile, d'opérer efficacement. Si vous arrivez à envoyer un avion au contact, c'est tout le concept que Dassault pousse actuellement avec les futurs standards du Rafale, en train de parler dans 5, 10, 15 ans, on n'y est pas du tout, eux, ils nous font défiler leur J-20S et ils nous montrent au sol, pour l'instant, leurs drones, mais dont certains ont été aperçus déjà en vol. Maintenant, quel est l'autre avantage d'avoir un biplace par rapport au monoplace? Vous me connaissez, j'ai fait que du monoplace toute ma vie, j'adore ça. On va pas se mentir, c'est que la barrière d'entrée technique et humaine est légèrement plus faible, puisque sur F-35, sur Rafale, si c'est du monoplace, vous devez tout gérer tout seul. Et en plus, gérer des drones, gérer vos équipiers. Si maintenant vous êtes en biplace, répartition de la charge de travail, on aime bien parler qu'au niveau de votre cerveau, il faut un certain processeur. Par exemple, pour faire du monoplace, on va dire qu'il faut un Pentium i9. Si vous faites du biplace, un i7 suffit. Donc ça va permettre également, d'un point de vue RH, de baisser un petit peu le niveau de standard, le seuil en fait de niveau de formation qu'il faut donner aux personnes pour qu'elles aient un bon impact tactique. C'est ça aussi l'avantage du biplace. Et c'est pour ça que, faut être franc, c'est malin de leur part de faire un J-20S, ce qui leur permet de faire l'instruction, ce qui leur permet également, de peut-être de baisser un petit peu le niveau d'exigence et la barrière d'entrée à ce métier-là. Ce qui peut être facteur quand on voulait des très grands volumes. Ensuite, on a le J-35A, qui est la version Air Force. Alors là, ils ont même pas, c'est du F-35, on est d'accord. Faut voir après au combat ce que ça donne et les problématiques qu'ils ont. Et après, on a le J-35 Navy. Donc, à l'heure actuelle, on n'entend pas tant parler de ça, d'accidents en Chine, d'accidents d'avions de combat. Je sais pas si c'est parce qu'on n'a pas les informations qui sortent ou si c'est parce qu'ils n'en ont pas tant que ça. Quand ils plantent des J-15, généralement, on est quand même au courant. Donc, s'ils ont un peu moins d'accidentologie, c'est soit peut-être qu'il n'y a pas un énorme volume d'heures qui est effectué, ou alors qu'ils ont de bonnes politiques et de sécurité, de bons chiffres en termes de sécurité. Pour l'instant, je n'ai pas accès aux informations, on pourra essayer de creuser si ça vous intéresse. Toujours est-il ces deux chasseurs de 5e génération, le J-20 c'est vraiment le chasseur lourd, le J-35 on est plus sur quelque chose de plus petit, d'omni-rôle. Et là, ils les ont clairement présentés avec le V de la victoire. On retrouve également du Y-20B, donc ça a volé pour la première fois dans sa version ancienne motorisation en 2013, livrée dès 2016. On en a vu arriver par exemple pour faire des livraisons d'armement en Serbie, où je vous rappelle on a vendu du Rafale. Et donc là la version B c'est remotorisé chinois. Le J-35 Navy, juste pour finir dessus, et il est opérationnel, apparemment il a été livré à partir de juillet 2025 et il sera mis en œuvre depuis leur nouveau porte-avions. Encore une catapulte électromagnétique, techno qu'on n'a pas encore en France. Et qui, à ma connaissance, n'est maîtrisé que par les Américains sur un porte-avions à l'heure actuelle. Porte-avions dont vous avez peut-être entendu parler récemment, car il fait des exercices dans le grand nord de l'Europe face aux Russes. À côté de ça, on voit les avions radar, le KJ-600, qui était la pièce manquante, un copier-coller du Hawkeye américain apparemment, qu'on voit défiler avec du J-16. Et point important et point intéressant sur ces J-16, on retrouve du biplace dans la chasse embarquée. Donc ça, c'est une approche plus à l'américaine, et leur groupe aéronaval ressemble à un copier-coller de ce qu'on retrouve dans l'armée américaine. Pourquoi? Parce que vous allez avoir de l'avion d'attaque au sol, de l'omni-rôle, et également vous allez avoir du growler, donc de l'avion de guerre électronique. Et on voit ces J-16 spéciaux avec ces systèmes de guerre électronique, technologie dont on ne dispose pas en France. Toujours un petit peu obscur, j'ai jamais trop su ce que pouvaient faire les growlers, mais ce qui est sûr, c'est que si
les Américains les mettent en œuvre et les envoient, c'est que c'est quand même efficace. Ça va être efficace pour faire de la suppression des défenses adverses, mais ça peut également être efficace d'un point de vue guerre électronique pour créer une bulle pour vos troupes au sol, créer une bulle pour vos autres aéronefs ou pour vos navires de protection. Très important dans le monde où il y a de plus en plus de connectivité, de plus en plus de drones également. Une fois qu'on a vu ça, on voit également au sol, là, il y a du LY1, une sorte de énorme laser portable. On ne sait pas vraiment ce que ça vaut. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dès 2014, il y en avait dans le Golfe avec les Américains. C'est-à-dire que ça fait plus de 10 ans que ce type de laser, c'est quelque chose qui est testé, qui est déployé dans les armées. J'ai volé dans le Golfe à côté de bateaux qui en avaient. Donc c'est une progression lente et la grande différence, c'est qu'on voit qu'ils ont une adoption, ils ont une vitesse, une célérité à laquelle ils essayent de passer tout ça opérationnel, beaucoup plus rapide que les boucles en fait de développement et d'adaptation qu'on peut connaître dans nos armées occidentales. Et c'est ça un petit peu que nous montre vraiment cette parade. On a le Y9Q qui est un avion de patrouille maritime. Là, à l'arrière, c'est une queue qu'on appelle une queue MAD pour détecter les anomalies magnétiques, pour détecter en fait des sous-marins ou désormais bien également des drones sous-marins. Et quand je vous parlais de remotorisation, là quelques images du KJ3000 qui est un dérivé en fait du Y20 et qui, accrochez-vous bien, a récemment été remotorisé et va avoir des antennes actives, les fameuses antennes EASA qui sont beaucoup plus puissantes, beaucoup plus performantes. Donc en définitive, on voit J20, J35, ça ressemble à du F22, à du F35. On voit également CJ15, CJ16, CJ10, vous avez en fait du F16, du F18, du Growler, exactement la même chose. On voit ces énormes drones qui sont en fait le prolongement de ce que fait l'US Air Force. Regardez le YFQ-44A, regardez le YF-42A, regardez ce JG, c'est pas facile à dire, 11J, le Sharp Sword chinois, qui a vocation à partir depuis le porte-avions. Ça ressemble à ces tankers volants de l'US Navy. Ça ressemble même à notre équipier du Rafale, que l'on a récemment vu ressortir. On a eu un démonstrateur qui a volé il y a très longtemps en France. On a mis les programmes de côté. Et bah, pas eux. Et du coup, là, on est en train d'essayer de compenser un petit peu notre retard. Mais là, cette parade nous permet de voir que ils ont continué à bosser. Maintenant, en définitive, tout ça, d'un point de vue purement opérationnel, qu'est-ce que l'on peut dire? On peut dire que vous avez vu cette hétéroclité en termes d'avions. Moi, ce qui m'intéresse le plus, ce sont les différentes options. La vitesse à laquelle arrivent les mises à jour. J20, J20, J20S. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, avant, vous aviez une multitude d'avions en fonction de la mission. Le Jaguar, le Super Étendard, le Mirage F1CR, le Mirage 2000. Et fonction de l'émission radar, dans votre guerre électronique, vous arriviez à savoir quel aéronef c'est et du coup, quelle est sa mission, quel est son rôle en face. Si je suis dans mon Mirage 2000, on va dire -5, et que je vois un retour radar d'un Super Étendard, et qu'à côté je vois le retour radar d'un Mirage 2000C, je sais que le 2000C a grande chance de faire de l'RR, d'être équipé avec, à l'époque, du 530, avec du canon, avec du Magic, et le Super Étendard, je sais qu'il n'a au mieux que du Magic 2, du Fox 2 courte portée. Et tout de suite, je sais à quelle distance je vais pouvoir, grosso modo, m'approcher du Super Étendard, je sais à quelle distance je peux m'approcher, voire je dois faire demi-tour de l'autre Mirage 2000. Ce que ce genre de nation est en train de faire, il retourne la table dans des années et des années de formation et de tactique pour les pays de l'Ouest. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils arrivent avec tellement de matériel différent et surtout avec tellement de missiles différents, PL-8, PL-10, PL-12, PL-15, PL-15E, on en a beaucoup entendu parler avec le Pakistan. Maintenant, ça serait le PL-16, qui serait l'équivalent de l'IM-260, qui serait mieux que notre Météor. Ça parle de PL-17, ils raccourcissent un petit peu pour pouvoir les mettre en soute interne. Ça parle de PL-21. Et en fait, si vous partez au combat contre eux, vous allez voir, j'ai un J20 ou j'ai un J35, mais vous n'avez aucune idée de savoir ce qu'il a comme armement, quelle est sa portée, ce qu'il a sous les ailes. Nonobstant la difficulté de savoir la portée réelle. Est-ce qu'il a mis du PL15? Est-ce qu'il a du 15E? Est-ce qu'il a du 16? Est-ce qu'il a du 17? Est-ce qu'il a du 21? Et c'est la même chose avec leurs drones. Vous voyez, il y a énormément de drones. Et ce qui est très très fort de leur part, c'est d'arriver avec énormément de matériel, là où, pour des raisons budgétaires, regardez les forces européennes, on est en train d'aller vers du monomatériel, pour des raisons de contraintes budgétaires principalement. Mais si vous avez la moitié des armées de l'Europe qui sont en F-35, si vous êtes en face, vous avez une bonne idée,
puisque vous pouvez concentrer toutes vos capacités de renseignement sur le F-35. Et la méthode chinoise, c'est un petit peu d'aller bosser avec les Pakistanais, avec les Turcs, de se renseigner, de savoir exactement ce qu'ils font et de faire des entraînements avec, et après d'inviter les Émirats Arabes Unis dans leur pays, en Chine, avec des Mirage 2000, pour après avoir une bonne idée de vos performances. Donc ils vont réussir à avoir cette idée-là, ils vont réussir à bien vous connaître, mais nous, en échange, eh bien, on est face à une multitude d'avions différents, une multitude de systèmes différents, et ça rend la recherche du renseignement, ça rend la conscience de la situation, on en parlait pour les médias avant, beaucoup plus compliqué, surtout si on arrive, comme on est en train de le voir actuellement, avec des nouvelles versions qui sortent tous les 6 mois ou tous les ans. C'est extrêmement compliqué de savoir ce qu'il y a en face. Donc j'ai envie de vous dire que la force militaire, c'est vraiment la toute fin, mais ce n'est en fait qu'un reflet de l'agilité et de la puissance de l'industrie qui est derrière. Et quand vous avez une industrie qui a l'air, paraître, c'est que du voir, extrêmement agile et vous apporte des nouveautés très régulièrement, c'est beaucoup plus dur de contrer en face. Et si vous voulez finir avec un parallèle historique, pendant des centaines d'années, si ce n'est des milliers d'années, le combat, c'était glaive contre bouclier, pas eu de disruption majeure. Là, ce qu'il faut voir, c'est que tout ce matériel, en ce moment, tous les ans ou tous les 2 ans, on est sur... Il n'y a plus d'arcs, maintenant, c'est des arbalètes. C'est plus des arbalètes, maintenant, c'est des arcs à poulies. Et à chaque fois, ça vient changer la portée. Et donc, vous, si vous devez affronter ce type de menace, si je vous dis, il faut traverser un champ, vous allez me dire, OK, ils ont quoi en face? Si je vous dis, ils ont des lances, vous n'allez pas vous approcher à la même distance que si je vous dis, ils n'ont que des glaives. Maintenant, si je vous dis, la semaine dernière, on les a vus avec des arcs, mais en fait, entre-temps, ils ont rajouté des poulies dessus et maintenant, ils vous tirent une flèche 2 fois plus loin. Bah forcément, le premier engagement va très très mal se passer pour vous. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir que les Américains mettent en place, intellectualisent, j'ai même envie de vous dire, ont inventé le concept agile. D'ailleurs, pour ceux qui utilisent ça en entreprise, le Scrum, ça vient en partie des méthodes de la chasse américaine au Vietnam. Et en fait, cette agilité, elle est présente dans l'industrie chinoise qui permet en fait de disrupter les tactiques. Et ça, on va être franc, on ne l'avait pas vu venir. C'est extrêmement fort. Je pense qu'on va entendre de plus en plus parler de ça. Et si vous voulez confirmation de tout ça, regardez ce qui se passe avec les drones en Ukraine. On est en plein dedans avec des modifications constantes, ce qui forcément amène à modifier vos tactiques, amène à modifier vos défenses. Et si vous ne savez pas dans quoi faire votre carrière, si vous êtes jeune à regarder cette chaîne, dites-vous, et même dans l'industrie de défense, comme vous pouvez le voir, il y a des choses à faire. Parce que c'est une industrie où on espère ne jamais avoir utilisé notre matériel, mais où c'est notre responsabilité d'être toujours prêt pour gagner quoi qu'il arrive. J'espère que cette vidéo vous aura permis de voir le défilé sous un angle un petit peu différent. Je voulais utiliser le défilé pour essayer de tirer votre connaissance un petit peu sur ces différents sujets vers le haut. Avec le bras de fer en cours et en montée en pression avec les États-Unis, c'est forcément du matériel dont on va entendre de plus en plus parler.